Emmanuel Macron, par toutes ses prises de position anti-israéliennes, eh bien, il est l'allié objectif de Mélenchon, de tous les islamo-gauchistes. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans notre studio Chaim Musican. Chaim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ici à Jérusalem. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous êtes journaliste, écrivain. On va parler de vos derniers livres également. Vous étiez le directeur mythique du CRIF pendant de nombreuses années, également aussi directeur aujourd'hui du Débrit Europe. Avec vous, d'abord, je voudrais on va parler de vos ouvrages, des 2 derniers ouvrages, mais je voudrais que l'on ait votre appréciation d'abord sur ce qui se passe dans la réalité israélienne et ensuite tout de suite sur les tensions dans les communautés aujourd'hui, la situation de l'antisémitisme, la résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui. On en parle beaucoup, ça inquiète beaucoup les Israéliens, ça préoccupe bien entendu naturellement la communauté juive. Alors d'abord, votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité israélienne, alors que l'on envisage une reprise des combats avec l'Iran et les États-Unis. Oui, alors Daniel, évidemment, c'est que quelqu'un qui ne serait branché que sur les médias français dirait « mais c'est quoi ce pays ?» Ouais. Ce pays qui affronte l'Iran, qui est un géant, qui a des cessez-le-feu précaires avec ce pays, mais également avec le Hamas et le Hezbollah, et qui en même temps va vraisemblablement se payer le luxe, en pleine guerre au pluriel, de faire des élections d'ici quelques mois. Eh bien moi j'ai envie d'être très positif, Daniel, de vous dire que ce pays est merveilleux. 78 ans après sa fondation, ben, il vit. Et vous savez, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que les rues de Jérusalem où nous sommes sont pleines, les gens vivent, sourient, et je dirais que quand je regarde Jérusalem, où à chaque fois il y a des constructions, des tas de choses qui se mettent en place, ben vous dites que c'est un pays qui est constamment dans le mouvement, avec un peuple qui est fier d'y être. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, vous l'aviez mentionné, au top, je veux dire comme ça, à ce qui est, disons, chaque année, l'évaluation qui est faite par l'ONU, et bien Israël, malgré tout ce qu'on se raconte, est le peuple d'Israël, le peuple le plus heureux. Un des plus heureux au monde. Au 8e. Oui, le 8e. Bon, ben, c'est formidable d'être ici. Voilà, c'est formidable, effectivement, d'être ici. Et alors, paradoxalement, c'est peut-être même les Israéliens qui se font du souci pour les communautés juives de diaspora. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de cette résurgence de l'antisémitisme. Vous, quelle est votre approche? Comment vous pensez que l'on doit réagir? D'abord, que l'État d'Israël, quel doit être le rôle de l'État d'Israël dans le combat, dans la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui? Eh bien, écoutez, comme vous savez, depuis le 7 octobre, derrière l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme pur, et je pense qu'il est important à la fois que les organisations étatiques israéliennes fassent leur boulot. Je crois aussi, sans être, je dirais, dans une espèce de viol, bien que moi je suis pour ce genre de viol, il est important que des organisations telles que l'Agence juive fassent tout un travail pour expliquer les conditions dans lesquelles les Juifs pourraient arriver dans ce pays. Ça me semble extrêmement important. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que l'on peut faire, y compris ici à Jérusalem, il y a quelques mois, les plus beaux colloques contre l'antisémitisme, ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut rassurer aujourd'hui, par exemple, la communauté juive de France, qui nous préoccupe beaucoup? C'est-à-dire parce que il y a eu une période où l'antisémitisme, on va dire en particulier au début des années 2000, il y avait un antisémitisme qui a ressurgi autour de la seconde intifada. On avait le sentiment que les autorités luttaient avec pas mal d'efficacité contre cet antisémitisme. Aujourd'hui, il ressurgit et il est même presque légitimé, cet antisémitisme, à travers des partis comme LFI. On a le sentiment que c'est difficile de lutter et de faire comprendre qu'à partir que le conflit israélo-palestinien ou le conflit israélo-arabe, totalement empêche, on va dire, de trouver une solution à cette résurgence d'antisémitisme. Écoutez, Daniel, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si j'étais catholique, je vous dirais, les Juifs ne savent plus à quel saint se vouer. Oui.
car en fait, ce que vous décrivez, la deuxième intifada, eh bien, c'est depuis la deuxième intifada que des juifs sont agressés en France. Je rappelle qu'il y a eu 16 juifs qui ont été tués depuis Sébastien Selam en 2003, et je ne fais pas toute la liste, Cody Parker, Hyper Cacher, Otsara Torah à Toulouse, etc. etc. Et ça fait 26 ans que certains juifs enlèvent leur mezuzot, que certains juifs ne se promènent plus avec un Magen David, que d'autres mettent un couvre-chef pour qu'on ne voit pas qu'il y a une kippa. Alors, vous avez parlé de LFI, mais moi je vais vous parler de Macron. Oui. Macron qui, en 2017, recevant Bibi Netanyahu, avait dit « L'antisionisme, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme et je vais le combattre ». Et on voit bien que ce même Macron, qui n'a pas voulu participer à la fameuse manifestation du 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme, et moi, entre parenthèses, moi j'étais très cynique parce que j'avais dit qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, vous me promettez que le 13 novembre, l'antisémitisme aura disparu en France. Et puis, en fait, on s'aperçoit que, je dirais que les fauves, les lions sont lâchés, et que je dirais que Emmanuel Macron, par toutes ses prises de position anti-israéliennes, eh bien, il est l'allié objectif de Mélenchon, de tous les islamo-gauchistes. Mais pourquoi il le fait ? Parce que c'est véritablement une question qu'on se pose. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup d'espoir ou beaucoup d'attentes aujourd'hui, mais on a du mal à comprendre comment le personnage a changé. Alors écoutez, il faut se demander s'il a vraiment changé. Vous le disiez vous-même, en 2017, il avait l'air d'être favorable. Oui. Moi, je me souviens d'une visite d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre du budget ici en Israël. Et il était impressionné par l'aspect d'innovation de l'État d'Israël, par le dynamisme de l'État d'Israël. Et là, aujourd'hui... Alors écoutez, Daniel, j'ai envie de vous dire, on se souvient tous de cette rencontre, la très belle photo auprès de Shimon Peres, bien sûr, et de tout son éblouissement pour le high-tech israélien. Oui. Mais j'ai envie de vous dire qu'à l'époque, il était ministre, qu'il était peut-être déjà dans une forme de campagne électorale et que depuis, il est devenu président de la République, avec tout ce que cela impose. Et vous le savez, à de très rares exceptions près, les hommes politiques n'ont pas des amis, ils ont des intérêts. Oui. Et je dirais que... On est d'accord, mais un tel changement, ça semble... Écoutez, et puis je pense qu'au fond, il y a des intérêts économiques, il y a peut-être une attirance pour la culture musulmane, et puis je pense aussi qu'il est vexé que Israël considère qu'il n'est pas un partenaire. Vous savez, le dernier exemple, c'est la frustration des Européens et des Français de ne pas être au cœur, de ne pas jouer un rôle, comme dit là. Voilà, vous savez, le dernier exemple, c'est le Liban. Là, il y a eu le 4e round des négociations entre Israël et le Liban. Ça se passe à Washington, c'est pas à Paris. Oui. Mais c'est la France qui l'a cherché d'une certaine manière, parce qu'elle avait la possibilité, elle, de jouer un rôle je cite toujours cet exemple, la France pourrait investir parmi la dette immense de la France, consacrer ne serait-ce qu'1 milliard d'euros à développer l'armée libanaise, à faire de cette armée une armée plus efficace, qui soit capable de lutter contre le Hezbollah, de désarmer le Hezbollah. Beaucoup de paroles, mais pas beaucoup de gestes, pas beaucoup d'actes pour la France au Moyen-Orient et au Liban en particulier. Alors moi j'ai envie de vous dire, peut-être Daniel, que Macron se complaît d'être le prisonnier du lobby arabe. Oui. Alors voilà. Ça, c'est effectivement une explication qui se tient. Effectivement, on le sent malheureusement assez régulièrement. Alors, je voudrais que l'on revienne sur votre partie, votre carrière d'écrivain, puisque vous produisez régulièrement des ouvrages toujours très intéressants. Alors, les deux derniers, on l'avait vu, le premier est consacré aux héros du 7 octobre. Vous avez des témoignages, vous avez recueilli de nombreux témoignages de ces héros de cette journée tragique, la plus tragique de l'histoire du peuple juif depuis la Shoah. Et puis, plus récemment, et ça, je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur la personnalité de Jean-Pierre Bloch, de tous les combats. Alors pourquoi avoir choisi Jean-Pierre Bloch ? C'est-à-dire, il était une des figures, on va dire, du Bnei Brit aussi, hein, n'est-ce pas ? Parlez-nous un peu de sa personnalité, en quoi il était si particulier ?
Alors tout d'abord, je dirais que pour moi c'est un livre d'amour, parce que Jean-Pierre Bloch, j'ai eu la chance de le connaître. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui en même temps ne se prenait jamais au sérieux. Alors très rapidement, pour les auditeurs de Studio Kalita, Jean-Pierre Bloch, ça a été une grande figure du XXe siècle, qui a été député du Front populaire avec Léon Blum, qui a été un résistant, qui a été juré du procès de Philippe Pétain. Et c'est le seul qui, lors de ce procès, a demandé que la Shoah soit à l'ordre du jour, et tout le monde l'a envoyé balader en disant « on s'en fout des Juifs », grosso modo. Par la suite, il a été impliqué dans le dialogue judéo-catholique. C'est lui qui a organisé la visite de Jules Isaac chez Jean XXIII et qui a permis Nostra Aetate avec tout le développement que vous connaissez. Il a été le premier contre la communauté juive à soutenir Beat et Serge Klarsfeld. À l'époque, dans la communauté juive, on disait non, il ne faut pas bouger. Il a été également quelqu'un qui a été témoin dans le procès Papon et qui a fait renverser un petit peu le truc. Et puis, si vous le permettez, Daniel, une anecdote sur son premier voyage ici en Israël. Ah oui. Alors, il vient en 57. Il vient en 57, vous savez, c'est l'euphorie dans la relation franco-israélienne. On est 1 an après la campagne de Suez. Et il dit, je veux visiter Israël et je pense que je vais y aller pour 15 jours. Il y a un de ses amis qui lui dit, attends, ça va pas la tête. Tu visites Israël le matin et l'après-midi, il n'y aura plus rien à faire tellement c'est petit. Oui. Et puis la deuxième petite anecdote que je vais vous raconter, c'est qu'il va voir, il y a un match de foot entre les armées françaises et les armées israéliennes, et il est assis à côté de Ben Gurion. Et Ben Gurion, qui n'a jamais vu un match de football de sa vie, demande à Jean-Pierre Bloch de lui expliquer les règles. Il lui explique. Et lors de ce voyage, Jean-Pierre Bloch était accompagné de Marcel Bleston-Blanchet et de sa fille Elisabeth, qui devait épouser Robert Badinter, qui à l'époque venait de faire sa bat mitzvah. Oh là là. Et Elisabeth, qui est profondément française, pleure parce qu'Israël a battu la France, son pays. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'anecdote un peu vivante que j'ai pu retracer à travers ce livre. On peut savoir ce qu'il pensait, c'est-à-dire de l'État d'Israël ? Alors écoutez, et je veux dire que ça va faire un regard par rapport au comportement de certains leaders de la communauté juive de France aujourd'hui. C'était un inconditionnel qui n'a jamais critiqué la moindre position du gouvernement israélien et qui n'a pas eu peur de se dresser contre le général de Gaulle quand, en 1967, il a pris les positions anti-israéliennes que l'on connaît. Eh bien, merci beaucoup, Chaim Musican, de nous avoir donné envie donc, de lire cet ouvrage sur Jean-Pierre Bloch, de tous les combats et des éditions Glyph. Merci beaucoup. Voilà, donc on le montre ce livre, on va peut-être on le montrera également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Chaim d'être venu dans notre studio pour nous donner votre appréciation de la situation ici en Israël et surtout aussi en France. Bonne continuation, bon séjour ici en Israël. Vous êtes le bienvenu, bien entendu, on n'a même pas besoin de vous le dire. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Daniel.